Nous sommes de retour en direct dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, vous la restituer de façon le plus objective possible pour que vous puissiez vous l'accaparer, vous la digérer et comment dire, l'acclimater, la travailler, la modeler en fonction de votre profil de risque, de ce que vous souhaitez tout simplement en faire, peut-être comprendre un monde qui est en train de basculer. Pour poursuivre le fil de notre émission, j'ai le plaisir de retrouver Eric Galliègue. Bonjour Eric. Aujourd'hui, Antoine. Bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, si c'est plutôt une actualité monétaire, géopolitique, macroéconomique, microéconomique, qui drive actuellement le sentiment des investisseurs. Avant de revenir sur l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Eric, quelle est la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez hebdomadairement pour nous? La performance demeure négative donc pour les grands indices mondiaux, notamment les indices européens qui ont perdu 0,6%. C'est une baisse qui est relativement limitée par rapport à la semaine précédente. En revanche, les actions américaines ont perdu à peu près 2%, et donc elles continuent donc à baisser d'une façon significative, même si, comme le rappelait Antoine Quesada, nous ne sommes pas dans une tendance baissière pour l'instant. Nous avons simplement une période donc, de correction significative, ainsi d'ailleurs que sur l'euro, sur le dollar par rapport à l'euro, donc l'euro qui a perdu 0,7% contre le dollar. Très clair. La raison principale, tout le monde la connaît, c'est la guerre en Iran qui est qui est en train de finir sa deuxième semaine. Alors voilà, c'est pas notre métier d'analyser la guerre, l'évolution du conflit en Iran, mais ce matin, les frappes sont hyper massives en Iran, les frappes américaines. Dubaï est bombardé, ça ne se calme pas. Oui, bien sûr, c'est le premier point de notre actualité. Les actualités que nous avons retenues, évidemment, c'est ce conflit, ces bombardements de l'Iran et les ripostes qui continuent. Ça semble donc bien marquer la réalité d'un appareil militaire iranien qui continue à être opérationnel et à répondre. Donc on l'a vu hier avec l'incendie de deux supertankers irakiens, on le voit encore ce matin. Donc bien sûr, c'est le premier point. Il est politique et géopolitique, il est bien sûr négatif, puisque tout conflit est naturellement défavorable à la course naturelle des marchés financiers. Exactement, mais ce conflit revêt une dimension particulière et propre à la zone géographique sur laquelle il se situe, c'est que 20% du pétrole mondial transite par cette zone désormais en guerre, puisque le détroit d'Ormuz est une zone de guerre actuellement. Résultat, les prix du baril de pétrole flambent. Oui, c'est le deuxième point, il est bien sûr lié au premier point. On a le prix du baril qui a atteint 100 $, donc c'est bien sûr quelque chose de particulièrement défavorable au scénario de marché et à l'économie, notamment européenne, hein. C'est quand même l'Europe qui nous intéresse le plus, même si le Japon est lui aussi en première ligne, la Chine aussi, dépend donc des exportations de produits, d'hydrocarbures d'une façon générale, qui passent en une grande partie effectivement par le détroit d'Ormuz, qui semble aujourd'hui complètement bloqué. Donc c'est bien sûr quelque chose de très négatif. On sait très bien que le prix du pétrole reste une variable extrêmement claire, très simple à analyser pour les pays consommateurs. Je rappelle souvent que 20 $ le baril, c'est 1% du PIB mondial. Donc on voit tout de suite de quelle manière finalement le prix du pétrole est capable d'influencer la conjoncture économique mondiale, notamment lorsqu'il dépasse 90 $ le baril, qui pour nous est à la limite à ne pas dépasser et qui fait du pétrole en fait une cause d'un ralentissement économique, et donc le fait sortir de sa zone de confort qui, selon nous, est confinée à la zone 50 à 90 $ le baril. Qui est très clair. Il est 9h38, on est le 13 mars 2026. Le cours du Brent vient de passer au-dessus des 100 $ à l'instant. 101 $ tout pile, plus 0,54%. Deux choses, je me permets, Eric, dans votre rubrique, de rajouter deux choses. On a bien compris donc que le pétrole était l'élément principal à analyser pour comprendre pour avoir un peu de visibilité. On a compris également que ce conflit allait probablement durer qu'on parlait de quelques jours, voire quelques semaines en début de conflit. Désormais, on parle de mois. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai lu ce matin. C'est un analyste pétrole, matières premières très reconnu par la communauté financière. Ceux qui s'y intéressent verront exactement de qui je parle, qui a écrit un article
Dans Bloomberg, publié il y a 1 heure, je le cite, La Maison-Blanche est à court de solutions pour freiner la hausse des prix du pétrole. Et là, je le cite très clairement, mon hypothèse de travail est que le marché pétrolier ajoutera de 3 à 6 dollars par baril au prix de référence pour chaque jour, et il le répète, il l'écrit 2 fois, pour chaque jour où la guerre se poursuit. Alors bon, on demande effectivement aux analystes de parfois mettre un chiffre sur une hypothèse. Donc ceci est une hypothèse de travail, comme l'a rappelé cet analyste. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le golfe arabo-persique, depuis le premier choc pétrolier, est une zone extrêmement importante, bien sûr, pour la production du pétrole et que, effectivement, elle reste très importante pour nos économies et que sur place, bien sûr, le vrai danger serait un embrasement total, c'est-à-dire non seulement un bombardement continu des armées israéliennes et américaines de l'Iran, mais une entrée en guerre en quelque sorte de toutes les monarchies pétrolières qui sont sunnites contre le seul pays chiite, donc l'Iran, qui s'oppose à eux depuis des siècles en fait, hein. Donc le vrai danger aussi, c'est un embrasement, une guerre des peuples locaux entre guillemets, qui finalement mettrait en première ligne l'ensemble des installations pétrolières. C'est une chose que tout le monde a bien compris. Le pétrole est inflammable et c'est bien sûr quelque chose qu'il est relativement facile à détruire. Les installations pétrolières sont effectivement difficiles à protéger d'une façon totale, notamment contre les attaques de type drone. Exactement. Facile à détruire et très long à reconstruire. On continue le fil de l'actualité que vous avez choisi pour nous. Dans ce contexte, eh bien, les banques centrales qui se réunissent pour la plupart la semaine prochaine, eh bien, de ce que l'on a pu obtenir comme information, puisque certaines sont entrées dans une phase de blackout concernant leur communication, c'est qu'a priori, elles devraient maintenir le statu quo en l'attente d'éléments de compréhension supplémentaires. Alors, le problème d'une crise pétrolière, c'est que c'est la double peine. C'est-à-dire qu'on a effectivement une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages qui est récessif et en plus, un risque d'inflation, bien sûr, hein, un phénomène inflationniste qui pourrait reprendre à la suite de cette hausse des prix du pétrole. Donc c'est vrai que c'est un peu la double peine et les banques centrales sont en train de changer de régime. Normalement, en cas de récession, une banque centrale baisse ses taux hein, pour redynamiser la conjoncture économique. On n'est pas encore là, bien sûr, mais en attendant, le vrai sujet, c'est le sentiment que finalement cette inflation qui a été publiée à 2,4% fin février en rythme annuel pour les États-Unis demeure supérieure aux objectifs des banques centrales et que, évidemment, tant que le pétrole se maintient à 100 dollars et plus, cela va affecter et stimuler les indices de prix. Donc, les banques centrales sont en train probablement d'être beaucoup plus prudentes par rapport à l'idée que l'on se faisait d'une poursuite de la baisse des taux, notamment de la Banque centrale des États-Unis. Ok, on poursuit, on finit avec, pareil, quelque chose d'assez alarmant. On n'en parlait pas assez régulièrement il y a quelques semaines. Maintenant, effectivement, c'est un événement, un fait. Donc, il faut maintenant pointer du doigt, c'est l'illiquidité rencontrée par les investisseurs chez les grands fonds d'investissement américains qui, eh bien, de façon très parcimonieuse, autorisent les rachats. Alors oui, si je peux me permettre, c'est quelque chose que j'ai souligné depuis de nombreuses semaines, à savoir les difficultés qui apparaissent sur donc les remboursements de certains produits financiers qui sont investis sur des actifs non cotés, hein, donc que ce soit du crédit ou private equity. On le voit encore cette semaine avec donc l'annonce faite par Cliffwater, donc de limiter les remboursements quotidiens, trimestriels de ces fonds. Donc c'est vrai que c'est bien sûr une nouvelle très inquiétante de voir donc les sociétés de gestion limiter les remboursements des fonds, hein. Donc c'est une limitation qui est relativement faible puisque c'est à 7%. Le minimum légal, c'est 5%, donc on est encore au-dessus. Mais bien sûr, cela contribue à, je dirais, amplifier une mauvaise ambiance, on va dire, sur les marchés financiers et dégrader encore une fois la psychologie des investisseurs. Un élément supplémentaire qui dégrade la psychologie des investisseurs quand l'illiquidité rencontre l'effet de levier, eh bien, les cracks ne préviennent pas. Résultat, Eric, la synthèse est négative. La synthèse est à nouveau négative, hein, -4 à nouveau, donc on a vraiment d'ailleurs depuis 2 mois -16 hein, sur ce suivi et cette notation
de l'actualité. Donc moins 16 depuis le début de l'année, on passe à moins 20 maintenant avec les moins 4 de cette semaine. Ça commence à faire beaucoup et effectivement, entre, bien sûr, les éléments politiques et géopolitiques sur lesquels, il est inutile de revenir, ses conséquences économiques, à savoir une récession monétaire, à savoir, peut-être une fin de baisse de taux, ou voire des hausses de taux des banques centrales par rapport à l'inflation. Et par ailleurs, ces répercussions sur les marchés financiers qui n'ont rien à voir finalement, et qui se rajoutent à la problématique, économique et géopolitique. Ça fait bien -4 cette semaine et c'est donc à nouveau très négatif. Ok, effectivement très négatif. Et du coup, par la force des choses, est-ce que ça remet en question votre scénario d'investissement? Alors, on a pris, cette semaine un virage, baissier, en ce sens que nous posons désormais des allocations d'actifs, qui ne sont plus à 100. La semaine dernière encore, nous étions, à 100 sur les actions américaines. Aujourd'hui, nous passons à 85. C'est-à-dire qu'on déclenche en quelque sorte un premier niveau, d'alerte en quelque sorte, en raison donc de la dégradation des conditions de marché, de la perception par le marché du risque via différents indicateurs comme, les spreads de taux qui augmentent, comme le VIX, ce genre d'indicateurs que nous compilons pour déterminer notre market pressure index, qui s'est fortement dégradé cette semaine. Le spread momentum lui-même s'est beaucoup dégradé aussi, puisqu'on est revenu donc à 17 17 ou 19 sur le Stoxx 600, ce qui montre donc un affaiblissement marqué du marché. Donc nous dégradons en quelque sorte notre allocation d'actifs et nous mettons de côté en quelque sorte 15 de cash sur les allocations. C'est très clair, ça ressemble quand même à une attitude défensive, non? On entérine le fait que la situation se dégrade. Nous reflétons avant tout, je dirais, le comportement de marché et donc cette attitude en quelque sorte face au risque, risque qui lui-même objectivement se dégrade, on ne peut pas dire le contraire. Donc on considère qu'aujourd'hui, il est prudent de réduire les expositions actions, sachant qu'à nouveau, en termes purement techniques, nous ne sommes pas dans un marché baissier pour l'instant. Nous sommes dans un marché qui est en train de corriger. Le tout est de savoir si ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Pour l'instant, comme me l'a rappelé Antoine Quesada à l'instant, on est encore au-dessus de certains supports importants, et notamment les moyennes mobiles 1 an. Il nous manque encore l'équivalent de 2-3 avant, à mon avis, de vraiment se poser la question de passer en marché baissier. Exactement, et ce sera tout l'enjeu des prochaines séances et de l'évolution donc au conflit du au Proche, au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous apporter un éclairage nécessaire sur l'environnement des marchés financiers pour ensuite en déduire une stratégie d'allocation d'actifs. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin, Eric Galiac. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour notre point bourse. À tout de suite.